Bonjour à tous, ici Fonfos. L'accident nucléaire de Tchernobyl est sorti vainqueur du sondage que j'ai fait en mai, avec 50% des points. C'est donc de ce thème que traitera cet épisode de Ces drames qui ont fait l'histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous préciser que je ne serai pas seul aujourd'hui. En effet, je suis avec Fofos. Bonjour à tous. Il m'accompagnera dans les prochains épisodes afin que nous puissions nous approcher des cataclysmes sans aucun risque. Quoi? On m'a jamais prévenu. Je suis scandalisée. J'ai une famille. Moi aussi. Je veux pas mourir. T'as pas de famille vu que t'es un PNG à qui je donne vie au montage. Et puis tu peux pas mourir vu que t'es pas réel. Quoi? Tu sous-entends que ma vie vaut moins que celle des autres personnes? T'es pas une personne, t'es un JPEG, je te dis. Et alors? Les JPEG aussi on a le droit d'être considérés. JPEG Live Matter. Bon, calme-toi si tu veux pas finir en point zip. Va te faire chez les Grecs. Oula, c'était pas très gentil ça. Bon, ce petit incident réglé, il est temps pour nous de partir à l'aventure dans l'URSS des années 80. Quand Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir en Union soviétique le 11 mars 1985, il découvre une situation désastreuse. Malgré une propagande montrant l'URSS plus forte que jamais, l'économie est au plus bas, et il faut parfois attendre plusieurs mois pour se procurer une voiture. De plus, l'invasion d'Afghanistan en 1979 a ravivé les tensions avec les États-Unis, alors qu'on commençait à entrevoir une fin à la guerre froide. Gorbatchev en fait rapidement le constat. L'URSS ne peut pas continuer sur la voie autoritaire amorcée par Nikita Khrouchtchev en 1956. Et c'est le 26 avril 1986 qu'un événement viendra conforter Gorbatchev dans ses idées. Alors les centrales nucléaires, bon, il y a différents types de procédés, mais toutes les centrales nucléaires qui fonctionnent dans le monde en ce moment sont basées sur le principe de ce qu'on appelle la fission. Il y a deux types de réactions nucléaires importantes qui dégagent de l'énergie. Il y a la fission et la fusion. Donc la fission, le terme fissile, quelque chose qui se casse. La fission, ça se produit quand on a des noyaux d'éléments radioactifs très très lourds. Donc c'est un phénomène nucléaire, donc ça touche le cœur de l'atome. On parle souvent d'énergie atomique, mais en fait c'est de l'énergie à l'intérieur de l'atome qui ne touche que le noyau. Les électrons n'interviennent pas là-dedans. Et donc les noyaux très très lourds peuvent, pour des raisons diverses, par exemple avec des collisions par des neutrons, des choses comme ça, c'est ce qui se passe dans les réacteurs, se casser, se fragmenter, et au cours de cette transformation-là, ça dégage énormément d'énergie. Donc ça, c'est un côté fission. Et ça, essentiellement, c'est la radioactivité qu'on appelle alpha qui permet de produire ça. Et il y a une deuxième catégorie d'interactions nucléaires qui peuvent produire de l'énergie, c'est ce qu'on appelle la fusion, c'est ce qu'on essaye de faire à Cadarache, par exemple, dans le sud-est de la France. Donc dans ce cas, on prend des éléments très très légers comme l'hydrogène ou l'hélium, et on essaie au contraire de les fusionner. Il se trouve que ça aussi, ça dégage de l'énergie, parce qu'il y a un endroit où il y a un maximum de stabilité dans les éléments que nous avions dû faire. Donc soit on prend des éléments légers, on va vers le fer, on obtient un excédent d'énergie, soit on prend des éléments lourds, on va vers le fer, on obtient aussi un excédent d'énergie. Donc jusqu'à présent, la seule chose qu'on contrôle, c'est les réacteurs à fission. Donc bon, dans le contexte militaire, malheureusement c'est d'abord dans ce contexte-là que ça a été mis au point, la fission c'est ce qui gouverne la bombe A, la bombe A c'est la malheureuse bombe de Nagasaki et Hiroshima, et la fusion c'est la bombe H.
La fusion, de manière plus intéressante, elle est aussi, c'est celle qui produit l'énergie du soleil en fait. Enfin bref. Ok, donc pour revenir sur ta question, donc effectivement tous les réacteurs dans le monde pour le moment sont basés sur le principe de la fission, parce que c'est la seule qu'on arrive à contrôler, et encore, hein, on voit avec des accidents comme Fukushima ou Tchernobyl ou Three Mile Island qu'on ne contrôle pas toujours. Et l'inconvénient majeur, c'est que les produits de fission, donc les éléments un peu plus légers qu'on produit, ils sont tous radioactifs aussi, donc c'est pour ça que c'est des gros problèmes énormes, parce qu'on ne sait pas traiter ces éléments-là pour les neutraliser, quoi. Donc ça reste dangereux pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années, quoi. Ok. Et donc le principe de fonctionnement, il y a une première chambre qui est le cœur du réacteur. Alors je pense qu'à Tchernobyl, on dit que le cœur du réacteur a fondu, c'est-à-dire qu'il a dégagé en fait trop d'énergie. Donc dans le cœur du réacteur se produisent les réactions nucléaires. Alors pour les contrôler, en général, il y a des barres de matériaux fissiles qu'on enfonce plus ou moins dans une cuve dans laquelle il y a des neutrons qui sont émis. Plus on les enfonce, plus il y a de contact finalement entre la matière fissile et puis les neutrons qui bombardent un peu tout. Et donc plus les réactions ont lieu. Si jamais elles ont lieu un peu trop et qu'elles s'emballent, normalement on remonte les barres de matériaux fissiles pour diminuer ces zones de contact, et c'est ce qu'on appelle le contrôle. Donc ce cœur dégage une énergie absolument énorme, et c'est cette énergie qu'il faut ensuite mettre à profit. On cherche à produire de l'électricité, donc au final, produire de l'électricité, c'est toujours un alternateur qui tourne quelque part dans des aimants et qui produit simplement un courant électrique. Et là, on cherche à faire en sorte que cette énergie dégagée, elle permette de mettre en mouvement des rotors, donc de faire tourner des alternateurs. Mais alors généralement, ça se fait grâce à de l'eau, de la vapeur d'eau. Et le truc, c'est qu'on ne veut surtout pas prendre de l'eau du réacteur primaire et puis l'emmener au contact de l'alternateur, sinon c'est de l'eau qui est radioactive automatiquement, parce qu'elle était en contact avec cette matière fissile. Donc en fait, on essaie de faire ça en plusieurs circuits. Donc, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne sur la filière russe, mais la filière française, je crois, comment ça s'appelle, PWR, je crois, Pressure Water, moi je me souviens plus bien l'acronyme. Mais la filière française, il me semble qu'il y a 3 circuits. Donc ce circuit primaire produit de la chaleur sous forme, donc qui permet d'avoir un liquide caloporteur, qui est un liquide qui va transporter la chaleur, qu'on va mettre en contact avec un échangeur, avec un deuxième circuit qui est indépendant. Donc c'est des échangeurs, c'est-à-dire que c'est des circuits qui se touchent les uns les autres, mais le liquide de l'un ne passe pas dans l'autre en principe. Le deuxième échangeur, je crois, va même au contact le deuxième circuit va même au contact d'un troisième qui est celui qui va finalement faire tourner les alternateurs et produire l'électricité. Et donc la clé du problème, c'est d'une part contrôler ce qui se passe dans le cœur, et d'autre part faire en sorte que tous ces échanges de chaleur entre circuits primaires, circuits secondaires, etc., soient complètement étanches pour qu'il n'y ait pas de fuite, hein, parce qu'évidemment, tout est complètement contaminé par la radioactivité. En général, on fait ça au voisinage d'une source de refroidissement, qui est un lac ou une rivière, ou pourquoi pas la mer, ou l'océan. Et donc, s'il y a de la pollution qui part dans la rivière ou dans l'océan, le Fukushima c'était l'océan, c'est une catastrophe, quoi. Donc voilà le principe de fonctionnement de base. En fait, c'est la même chose qu'une centrale à charbon, par exemple, hein, sauf qu'au lieu de produire la chaleur en brûlant du charbon, on produit la chaleur par une énergie nucléaire. Mais sinon, le reste du fonctionnement électrique, c'est la même chose. Nous sommes à proximité de la centrale nucléaire Lénine, à Tchernobyl. Plus précisément, à proximité du réacteur 4. Le 25 avril 1986. Il est 23h04. Dans la centrale, on s'active. En effet, le centre de régulation de Kiev vient de donner son accord pour lancer un essai de sécurité supervisé par Anatoly Dyatlov. Phofos va aller observer pour nous l'intérieur du réacteur 4 de la centrale. Allez, viens Phofos. Enfin, tu me fais sortir de là. Tu sais que j'ai vu des choses horribles dans ce dossier. Oui, et si tu fais pas ce que je dis, c'est sur toi que Gomov va faire un fanart de ce style la prochaine fois. Il n'y a donc pas de limite à ta perspective, vil serpent. Bon, nous retrouvons Phofos plus tard quand nous voudrons voir le réacteur. Minuit 5. Le réacteur atteint la puissance de 700 MW. Mais à cause de la présence de xénon, atome instable, dans le cœur, la puissance baisse anormalement. Les techniciens font alors plusieurs tentatives pour tenter de faire monter la puissance. Il est maintenant 1h07 et... Oui? Ici, ça commence à chauffer. Les barres de contrôle ont été enfoncées trop profondément dans les tentatives de faire monter la puissance, et les 2 circuits de refroidissement enclenchés sont en train de faire monter la température du réacteur. Je crois qu'ils vont bientôt perdre le contrôle là-haut. En effet, la situation dans le réacteur commence à devenir préoccupante. Mais Dyatlov décide de continuer malgré tout. Il est 1h23.
Et ici, ça part vraiment en cacahuète. Les vannes d'alimentation du moteur à vapeur sont fermées, et il y a de moins en moins d'eau dans le réacteur, donc la chaleur n'est pas évacuée. Il se passe ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, quand un phénomène se renforce de lui-même. Moins le système de refroidissement fonctionne, plus il fait chaud, et plus il fait chaud, moins le système de refroidissement fonctionne. Quand les ingénieurs de la centrale constatent le problème, Dyatlov donne l'ordre de faire descendre les barres de contrôle de la centrale. Sorte de redémarrage d'urgence. Seulement, tout ne va pas se passer comme prévu. Phofos va vous raconter ce qui se passe de son côté. Eh bien oui, je vois les barres de contrôle qui commencent à remonter. Mais elles s'arrêtent. En effet, les gaines ou les barres devaient s'enfoncer au fond d'eux sous l'effet de la chaleur. Si les barres de contrôle sont hors d'état de fonctionner, ce constat est inévitable. Le réacteur est totalement hors de contrôle. Il se passe quelque chose de vraiment grave ici. Je crois que ça va pas tarder à dégénérer. Voilà. L'explosion s'est produite, dégageant une lumière bleue, due à l'effet Vassilov-Cherenkov. Me demandez pas de vous expliquer ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est que c'est un truc de physique qui fait une jolie lumière bleue. Vont suivre plusieurs mois de combat, pour minimiser les dégâts de l'accident. Plusieurs mois de combat contre la montre. Plusieurs mois de combat pour la survie de l'Europe de l'Est. Quand l'incendie du réacteur est déclaré, l'équipe de la centrale appelle les pompiers, qui arrivent sans protection de la ville de Pripyat, à 3 km. Seulement, l'eau n'éteignant pas les feux nucléaires, ces pompiers seront irradiés, et une grande majorité d'entre eux mourra. C'est finalement en larguant des tonnes de sacs de sable sur le feu depuis des hélicoptères que l'incendie sera finalement maîtrisé. Malheureusement, un nouveau problème se pose. Si l'eau déversée par les pompiers entre en contact avec le cœur du réacteur, cela risque de provoquer une explosion cataclysmique. Ainsi, une équipe de plongeurs sera envoyée pour vider les vannes submergées de la centrale et vider l'eau. Au bout d'une vingtaine de jours de lutte acharnée contre le feu et l'eau, la situation sera finalement stabilisée. Nous sommes le 14 mai 1986. L'incendie de la centrale est sous contrôle, mais il est temps de décontaminer la zone, ou tout du moins de s'assurer que la contamination radioactive ne se propage pas dans le reste de la région. On envoie alors les liquidateurs. 600 000 ouvriers de toute l'Europe de l'Est et de la Russie, ayant pour but de tuer tous les animaux et de déblayer toute la poussière radioactive dans la région, équipés de très peu de protection. C'est en août que les travaux de déblaiement de la centrale peuvent commencer. Dans cette zone où la contamination radioactive est extrêmement élevée, les liquidateurs doivent se relayer par tour de 30 secondes pour jeter le graphite radioactif dans des bennes ou dans la centrale. De mai à octobre 1986, on construit un immense sarcophage autour du réacteur pour l'isoler du reste du monde. Éternellement. Ce site sera aussi le tombeau de Valéry Kodemtchouk, ingénieur de la centrale mort à son poste, dont on ne retrouvera jamais les restes. Sur la dernière pièce métallique du sarcophage, on peut encore lire les noms des liquidateurs. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi j'étais étudiant au moment de Tchernobyl. Alors, ce qui s'est passé vraiment... Bon, puis en plus, je ne suis pas physicien nucléaire, hein. Je suis théoricien, mais pas dans le domaine du nucléaire. Mais donc, comment elle a réagi à ce moment-là, je ne sais pas vraiment en fait. Hein. J'étais encore étudiant, donc je ne peux pas juger de ça. Mais par la suite, je me suis intéressé avec des collègues ukrainiens, parce que Tchernobyl, il me semble que c'est la frontière Ukraine-Biélorussie, et je crois dans la partie ukrainienne, même s'il me semble que l'essentiel de la pollution est partir en Biélorussie à cause de l'orientation des vents, des choses comme ça. Mais bref, avec deux collègues ukrainiens, enfin un Ukrainien, une Ukrainienne, et puis un collègue irlandais, on s'est intéressé à un truc un peu anecdotique autour de Tchernobyl, c'est-à-dire qu'on a utilisé Tchernobyl comme thème scientifique pour chercher dans les bases de données de publications scientifiques l'activité autour de Tchernobyl. Dans quelle mesure et à quel moment des chercheurs s'emparent de certaines questions liées à Tchernobyl, dans des domaines qui peuvent être de la physique, mais qui peuvent être de la médecine, de la biologie, de l'environnement, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a ou il n'y a pas des regains d'intérêt autour de Tchernobyl. Et donc pour ça, on fait ce qu'on appelle maintenant du data mining. On va chercher dans les bases de données de l'information, donc typiquement c'est les bases de données d'articles scientifiques, et on cherche par exemple à extraire tous les articles qui contiennent, mettons, Tchernobyl, soit dans le titre, soit dans le résumé par exemple de l'article. Et puis on regarde la date de publication de ces articles, les collaborations en question. Est-ce que, en général, il y a plusieurs auteurs dans un article scientifique la plupart du temps, et de quelle institution ils dépendent, de quel pays, etc. Et puis on peut ensuite s'amuser à faire un peu de statistiques et étudier ce qu'on appelle les réseaux complexes de collaboration autour de cette question-là. Et donc avec mes collègues, on s'est penché là-dessus. Donc c'est un petit peu anecdotique hein, dans mes activités habituelles, mais enfin c'est amusant quand même. Alors il n'y a aucune surprise, mais par exemple,
on s'est rendu compte que le nombre de publications parues par année au cours du temps depuis l'accident de Tchernobyl, donc il y a eu un nombre de publications considérable tout de suite dans la foulée après 86, dans les premières années, puis ça décroît avec le temps. Et puis après il y a des pics tout d'un coup de publications, et en fait ces pics c'est assez naturel, mais ils sont sortis aux anniversaires, plus ou moins au contrôle, donc aux 10 ans de Tchernobyl, puis aux 20 ans de l'anniversaire après l'accident de Tchernobyl. Et il y a une autre flambée de publications qui a coïncidé en fait avec Fukushima. Donc la communauté, il y a des effets un peu comme des effets de mode dans d'autres domaines finalement. Il y a des contextes extérieurs qui font que de temps en temps on se réempare de certaines questions juste pour des questions complètement anecdotiques. Il n'y a pas de raison d'étudier davantage Tchernobyl 20 ans après l'accident que 18 ans ou 22 ans après l'accident, mais il se trouve que ces effets c'est un peu ces effets de calendrier, quoi. Puis Fukushima automatiquement a amené à se reposer des questions. Voilà. Alors je crois que Fukushima et Tchernobyl, d'ailleurs, les causes de l'accident n'ont strictement rien à voir. Parce que Tchernobyl, il me semble que c'est vraiment une perte de contrôle de ce qui s'est passé dans le réacteur primaire. Et Fukushima, on dit toujours que c'est lié à une catastrophe d'ordre, tremblement de terre, raz-de-marée, donc une catastrophe extérieure, disons, et pas une perte de contrôle. Après l'accident de Tchernobyl, Mikhail Gorbatchev va se refuser de cacher l'information à la population soviétique. Il va donc décider de lancer une série de 3 réformes. La glasnost, transparence, qui a pour but une plus grande transparence de l'information et une plus large liberté de la presse. La perestroïka, libéralisation, qui a pour but une libéralisation progressive de l'économie. Et enfin, la démocratisation, qui a pour but la démocratisation de l'Union soviétique. Il est difficile de connaître l'impact des réformes de Gorbatchev sur le processus de déclin de l'Union soviétique. Toujours est-il qu'elle s'effondrera le 25 décembre 1991. Triste jour pour la mère patrie. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Bah oui. Enfin, je l'ai envoyé dans un réacteur nucléaire quand même. Ah ah! J'ai donc percé ton plan Azur, vil serpent. Me faire mourir pour avoir une excuse pour sortir ton prochain épisode dans 10 ans. Mais tu as commis une erreur. En effet, je suis un JPEG, et par conséquent immortel. Donc maintenant, tu assumes d'être un JPEG? Oui, JPEG Live Matter. Oui, fausse. Va dormir, va te reposer, et reviens quand t'auras l'esprit plus clair. Vous avez vu ça? Un travailleur qui réclame des droits. Quelle cocasserie. Après l'accident, un mouvement anti-nucléaire se répandra dans le monde entier. Il ne sera cependant pas écouté, puisque le nucléaire deviendra la 3e source d'énergie et responsable de 10% de la production d'électricité mondiale. En interne, l'Union soviétique cherche des responsables. Un procès se déroulera du 7 au 30 juillet 1987. 7 responsables y seront trouvés. A few moments En prononciation russe. later. J'en suis à la 2e prise, vous vous débrouillerez avec le monteur pour avoir les noms, ok? Ils seront tous envoyés entre 2 et 10 ans dans les camps du goulag. Je me disais bien aussi qu'un épisode sur l'URSS où je parle pas du goulag, ça commençait à faire bizarre. Il est, encore aujourd'hui, extrêmement complexe de connaître les conséquences sanitaires de l'accident de Tchernobyl. En effet, de très nombreux chiffres plus ou moins vrais circulent, et si on ajoute à cela une sphère complotiste extrêmement active, un lobby du nucléaire extrêmement influent, y compris dans les organisations de régulation du nucléaire, une Union soviétique extrêmement secrète sur ces chiffres, et des études faussées par l'importante mortalité due à la crise économique suivant l'accident, on obtient un très joli cocktail qui vient complexifier encore une fois la recherche de la vérité. On a cependant constaté une hausse drastique des cancers de la thyroïde, ainsi qu'une augmentation du stress global des habitants vivant dans la région de Tchernobyl,
accompagnés parfois de syndrome post-traumatique. Concernant les morts, les estimations vont de 200 à 1 million. En 2005, l'OMS et l'Agence internationale de l'énergie atomique estimaient à 4000 morts. En 2008, le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets du rayonnement ionisant estimait à 48 le nombre de morts. Je vais donc vous fournir une fourchette allant de 48 à 4000 morts. Oui, c'est une belle fourchette. Concernant les conséquences écologiques, il est plus facile de dresser un bilan, puisqu'il est unanimement désastreux. Les conséquences dramatiques de l'explosion en elle-même ont été démultipliées par les liquidateurs ayant pour ordre de tuer tous les animaux. Et les sols contaminés ont rendu la région impropre à l'habitation humaine. Cependant, il y a des divergences concernant la suite des événements. Selon de nombreuses sources, la zone d'exclusion de Tchernobyl a connu récemment une explosion de sa biodiversité, due à l'absence des activités humaines, faisant atteindre un niveau de biodiversité équivalent à celui d'une réserve naturelle. Selon Robert Baker, de l'université Tech Texas, cela s'explique par le fait que le départ des hommes a contrebalancé beaucoup les effets négatifs liés aux rayons ionisants. L'industrialisation, l'élevage, l'agriculture et la chasse sont des activités plus dévastatrices pour la biodiversité que le pire accident nucléaire. Cependant, selon l'historienne Kate Brown, dans les zones les plus radioactives, ils ne peuvent même pas capturer de souris, car il n'y en a pas. Il y a aussi très peu de pollinisateurs, donc très peu de fruits et d'animaux frugivores comme les oiseaux. La population d'oiseaux a chuté de 66% dans ces zones, et ceux qui y vivent souffrent souvent de malformations. Les feuilles et arbres morts ne se décomposent pas, car il n'y a pas assez d'insectes et de microbes pour s'en charger. J'étais étudiant en maîtrise de physique. La maîtrise, à l'époque, ça s'appelait comme ça, c'est ce qui maintenant correspond à la première année de master. Et donc, ce dont je me souviens, enfin, l'anecdote un peu particulière que je t'ai déjà racontée, qui est quand même assez amusante, j'avais des TP de physique nucléaire, on a un certain nombre de disciplines de la physique, enfin, comme dans n'importe quel domaine à étudier. Et en physique nucléaire, on avait des TP, donc des TP, c'est des travaux pratiques, on fait des expériences qui sont des expériences assez simplifiées, mais malgré tout. Donc en physique nucléaire, il y a différents types de radioactivité, radioactivité alpha, bêta, gamma, etc. Et on étudiait une source dont je ne me souviens plus maintenant de ce qu'elle était, je n'ai pas réussi à retrouver mes rapports de TP de l'époque. Mais on étudiait une source, je crois que c'est du rayonnement gamma, et en fait pour caractériser une source, on enregistre le taux de radiation en fonction de l'énergie, ça donne un certain nombre de pics qui sont caractéristiques de l'élément qu'on étudie. Et dans le cas de la source qu'on étudiait, il devait y avoir deux pics, un pic assez important, puis un pic satellite un petit peu moins important, une énergie un peu différente, et ça caractérisait complètement la source en question. Et le truc assez marrant, c'est que bon, j'essayais de soigner un petit peu mes TP, quoi, et donc je regardais vraiment, j'explorais un petit peu au-delà en énergie du deuxième pic, et je me suis rendu compte qu'il y avait une petite anomalie, enfin un petit renflement supplémentaire. Et je me souviens très bien que le prof m'avait dit non, c'est pas possible, dans la source-là, il n'y a rien à cette énergie, c'est un parasite, quoi. Non, vous avez mal manipulé. Ok. J'ai fait mon compte rendu de TP en rendant compte de ce troisième petit pic aussi. Et puis la semaine d'après, on a appris qu'il y a eu, parce que l'accident de Tchernobyl, je ne sais plus quel jour c'était exactement, mais il n'a pas été, je crois qu'il a été rendu connu publiquement en Europe par la Suède, il me semble, des chercheurs suédois qui avaient observé justement une anomalie de ce genre. C'est comme ça qu'il a été rendu public en Europe, et donc il y a eu un petit décalage peut-être de quelques jours, enfin je ne me souviens plus. Mais en tout cas, la semaine suivante, mon prof m'a dit, en fait, ce que tu as détecté, c'est probablement Tchernobyl. Donc c'est assez amusant, surtout à une époque où en France, on nous expliquait par la suite que le nuage radioactif n'atteindrait pas les frontières de la France, etc. Alors au moins, je peux dire une chose, c'est qu'il est passé au-dessus de Nancy, enfin, au-dessus de Vendeuvre, en 1986, je ne sais plus quelle date. Voilà. Je tenais à parler de ce sujet. Car aujourd'hui, autant dans le débat public que dans le discours des États, on tend vers une banalisation du nucléaire. Mon but dans cette vidéo n'est pas de me prononcer pour ou contre le nucléaire, mais simplement de faire en sorte que quand on en parle, on sache avec quels enjeux nous jouons. Et c'est sur cette note positive que je termine la vidéo. Mais attendez, ne partez pas tout de suite. J'ai deux petites annonces à vous faire. Premièrement, comme je pouvais m'y attendre, j'ai fait des erreurs dans la vidéo sur Oradour sur Glab. Dis plutôt qu'il sait pas faire des recherches. Ouais, continue à dire du mal comme ça et tu finiras suicidé d'une balle dans le dos. Toujours est-il que j'ai corrigé ces erreurs dans la description de la vidéo en question. Deuxième annonce, et non des moindres. J'ai sorti un escape game en ligne, produit par le Pôle Ado de Fursac et l'association Creuse Toujours, avec qui j'avais déjà réalisé 10 organisations.
Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets également le lien de mon Discord où vous pourrez avoir plein d'informations comme ça en avant-première. Je vous invite à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Laissez un commentaire, c'est dans les commentaires que je trouve les idées pour les prochains C-Drames qui ont fait l'histoire. Je vous dis bonne journée, c'était Phonefos, au revoir!